Nous sommes le 15 septembre 1916. La bataille de la Somme fait rage depuis plus de 6 semaines et a déjà causé la mort de dizaines de milliers d'hommes. Après 3 jours de bombardements intensifs, le calme est revenu dans les tranchées allemandes près du village de Flers. Mais ce calme fut bien éphémère. Les Allemands savaient que la fin du bombardement annonçait l'arrivée des fantassins britanniques, qui vont une fois de plus tenter de prendre d'assaut leur position. Mais c'est tout autre chose qui va surgir de la brume ce matin-là. Plusieurs formes monstrueuses, hérissées de canons et de mitrailleuses, avancèrent sur les lignes allemandes, écrasant les barbelés, détruisant les lignes mitrailleuses et fauchant les hommes qui tentaient de les combattre. Leur blindage semblait imperméable aux projectiles, tandis qu'ils avançaient lentement. Un des défenseurs s'enfuit, criant vers ses camarades, hurlant qu'un crocodile géant rampait vers leur ligne. Ce jour-là, les premiers tanks venaient d'entrer en action. Que s'est-il passé ? Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'impact des tanks durant le premier conflit mondial, il convient de revenir en arrière, aux origines. L'idée d'utiliser des véhicules de combat disposant d'une forte puissance de feu et offrant une protection à ses tireurs était ancienne, très ancienne. En 119 avant Jésus-Christ, le général chinois Wei Qing avait utilisé des chariots de guerre pour protéger ses troupes encerclées par l'ennemi. Plus tard, au 1er siècle, l'empereur chinois Guangwu utilisait des chariots équipés d'une tourelle de guet contre les tribus nomades qui attaquaient la Grande Muraille de Chine. Au début du XVe siècle, le hussite Jan Žižka utilisait des chariots renforcés par de lourds panneaux de bois et équipés d'arquebusiers, voire de petites pièces d'artillerie. Ces Wagenburg, ou forts de chariots, formaient un cercle sur lequel se brisait la cavalerie ennemie. Cette tactique lui permit de remporter de nombreuses victoires contre les troupes du Saint-Empire romain germanique, pourtant bien plus nombreuses. Pour autant, on n'est pas encore dans le char d'assaut, mais plutôt dans des chariots utilisés de manière statique et renforcés avec les moyens du bord. Pour certains, le père du char moderne est Léonard de Vinci. Peintre de génie, il se présenta en 1482 auprès du duc de Milan, Ludovic Sforza, avec une lettre d'emploi. Dans ce CV, de Vinci se présentait comme un ingénieur, capable de construire des ponts, des fortifications ou encore des machines de siège. Ses talents de peintre ne sont même pas évoqués dans ce document. De Vinci écrivit notamment ceci : « Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles, portant de l'artillerie, et qui, ouvrant les rangs de l'ennemi, briseraient les troupes les plus solides. L'infanterie les suivrait sans difficulté. » On a là une belle description d'un char de combat. Dans ses carnets, Léonard dessina un projet de véhicule en forme de cône et hérissé de canons. L'engin était fabriqué en bois, renforcé de plaques de métal et actionné par des hommes qui devaient utiliser un système d'engrenage relié aux roues. Ce projet n'a jamais été réalisé, et ce n'est pas plus mal car il était bien trop en avance sur son temps, tout comme beaucoup d'autres projets retrouvés dans les carnets du savant italien. Son char était bien trop lourd pour pouvoir être manœuvré par des hommes, l'absence de moteur condamnait le projet. Le moteur, justement, apparu vers la fin du XVIIIe siècle avec les travaux de James Watt. C'étaient des machines à vapeur, constamment perfectionnées au cours du XIXe siècle, qui permirent l'apparition des trains et même des premières automobiles. Mais le gros problème des moteurs à vapeur était le poids excessif de la chaudière, qui nécessitait en plus de grandes quantités d'eau et de charbon pour fonctionner. La voiture à vapeur, la Mansell, créée par Amédée Bollée en 1878, pesait ainsi seulement 2,7 tonnes, ce qui était assez léger pour un véhicule de l'époque. Malgré les progrès techniques, le moteur à vapeur restait inadapté. L'invention du moteur à essence par Daimler en 1895 apporta la pièce manquante, un moteur léger, puissant et capable de motoriser un véhicule blindé et armé. Rapidement, des inventeurs se penchèrent sur la réalisation de véhicules de combat. En 1902, l'ingénieur anglais Frederick Richard Sims présenta la première automitrailleuse blindée. Il s'agissait d'une voiture d'Odion-Bouton recouverte de plaques de blindage de 6 mm d'épaisseur et armée de plusieurs mitrailleuses Maxims. La même année, l'entreprise française Charon présenta un projet de voiture surmontée d'une baignoire blindée et armée d'une mitrailleuse Hotchkiss. Ce véhicule fut testé sans succès par l'armée française, mais un exemplaire fut acheté plus tard par l'armée russe. Par la suite, des modèles de plus en plus performants furent développés et entrèrent en service dans les différentes armées. Néanmoins, les militaires restaient assez réticents face à ces engins coûteux et dont l'utilité sur un champ de bataille restait à prouver.
Le déclenchement de la Première Guerre mondiale allait permettre de tester ces engins. Au début de la guerre, les automitrailleuses étaient principalement utilisées pour des missions de reconnaissance. On était encore dans la guerre de mouvement, il n'y avait pas les réseaux de tranchées où se terrèrent les combattants durant la majeure partie du conflit. Les premiers engagements concernaient parfois des automobiles appartenant à des officiers, et sommairement blindés et armés. Rapidement, les unités équipées d'automitrailleuses sont créées et prennent part au combat. Les automitrailleuses Minerva belges notamment se distinguèrent dans les combats autour d'Anvers. Les Britanniques utilisèrent également des véhicules blindés pour protéger les aérodromes et mener des raids, afin de récupérer les aviateurs tombés dans les secteurs occupés par les Allemands. Enfin, quelques automitrailleuses françaises combattirent dans les secteurs de Douai et de Lille, dans les Flandres, et d'une façon générale durant ce qu'on a appelé la course à la mer du Nord, qui a abouti à la création des tranchées. La guerre de position va tout changer. L'immense réseau de tranchées qui s'étend sur un front allant de la Suisse à la mer du Nord était un terrain impraticable pour les véhicules. Les cratères d'obus, la boue, les tranchées protégées par des barbelés et des mitrailleuses étaient des obstacles infranchissables pour les soldats. Les multiples offensives lancées se terminaient généralement par des échecs sanglants. Les gains territoriaux étaient très faibles, pour ne pas dire nuls, et les soldats mourraient par centaines, voire par milliers, contre les mitrailleuses et les barbelés ennemis. De multiples inventions plus ou moins meurtrières furent donc testées, pour essayer de briser le front statique et revenir à la guerre de mouvement. On connaît bien sûr les gaz, l'usage de plus en plus important de l'artillerie lourde et de l'aviation. À côté de cela, certaines inventions destinées à protéger les fantassins semblaient sortir tout droit d'un lointain passé, comme les cuirasses pour les sentinelles, ou les boucliers blindés, dont l'inefficacité entraîna très vite leur abandon, et heureusement pour les soldats. Il fallait donc trouver le moyen de percer le front, de briser l'immobilisme de la guerre de position afin de remporter la victoire décisive. Après tout, on ne gagne pas une guerre en restant l'arme au pied à regarder l'ennemi faire de même. Si certains généraux se sont acharnés à envoyer leurs hommes se faire faucher par les mitrailleuses, un Britannique va proposer une solution innovante. Ernest Swinton était lieutenant-colonel dans les Royal Engineers, les sapeurs de l'armée britannique. Avant la guerre, un de ses amis qui était ingénieur dans les mines, Hugh Marriott, lui envoyait régulièrement des lettres au sujet de différentes innovations technologiques qui pouvaient intéresser l'armée. Une de ces lettres évoquait un tracteur à chenilles américain, le Holt Caterpillar. Marriott pensait que l'engin pouvait être adapté pour transporter des soldats, et Swinton transmit l'idée à ses supérieurs. L'idée n'eut pas de suite, la guerre après tout était encore loin. Mais le 19 octobre 1914, Swinton, qui conduisait alors une automobile de Saint-Omer à Calais, eut une idée. Pourquoi ne pas utiliser un de ces tracteurs comme véhicule de combat ? L'engin était capable d'avancer sur des terrains difficiles, n'avait aucun problème pour écraser des barbelés qui bloquaient les fantassins, il suffisait juste de lui ajouter des plaques de blindage et de l'armement, et on obtiendrait alors une arme extrêmement efficace. Swinton transmit son idée au secrétariat du comité de défense impériale, qui ne donna pas suite. Le secrétaire d'État à la guerre, Lord Kitchener, ne croyait pas du tout au potentiel de ce type d'engin. Néanmoins, quelqu'un d'autre va croire dans l'idée de Swinton. Durant la Première Guerre mondiale, Winston Churchill était le premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire le ministre de la Marine. Churchill relaya l'idée au War Office, le ministère de la guerre, puis comme les choses ne bougeaient pas assez vite à son goût, créa de sa propre initiative le Longship Committee, littéralement le comité pour les navires terrestres, ou cuirassés terrestres. On est alors en février 1915 et tout reste à faire. Le comité ne comptait au départ que 3 membres, et travaillait sans s'en référer au War Office ni à Lord Kitchener qui aurait pu bloquer le projet. Au départ, le Flight Commander Thomas Etherington, qui avait auparavant servi au sein de l'escadron d'automitrailleuses du Royal Naval Air Service, proposa un véhicule doté de larges roues et pesant près de 300 tonnes. Projet qui fut heureusement classé sans suite. Le comité travailla ensuite sur un projet de véhicule capable de transporter 50 soldats, avec armes et équipements et avec un blindage. 3 projets seront étudiés au total, mais ne dépasseront pas la planche à dessin, car jugés trop lourds et trop complexes. Néanmoins, le temps passé à étudier ces projets ne sera pas totalement perdu, car ils fourniront des enseignements utiles pour la suite. Fin juillet 1915, Sir William Triton, un ingénieur qui dirigeait alors l'entreprise Foster qui fabriquait les tracteurs, est chargé de travailler sur un nouveau projet,
avec l'aide du lieutenant Walter Wilson. L'engin doit être équipé de chenilles et d'un moteur Daimler de 105 chevaux. Il doit également être capable de franchir des tranchées d'environ 1,20 m de large maximum. Triton conçoit un premier prototype, en fait une grosse boîte de métal motorisée et montée sur chenilles, le tout surmonté d'une tourelle. Le 6 septembre, l'engin effectue ses premiers tours de chenilles autour de l'usine de tracteurs où il a été construit. Ce tank devait être armé d'un canon de 40 mm installé dans la tourelle et de 6 mitrailleuses installées à divers endroits de la caisse. Mais les tests n'ont pas été très satisfaisants. Les chenilles de marque américaine étaient inadaptées pour permettre le franchissement des obstacles, et l'engin n'avait même pas encore reçu son lourd blindage ou sa tourelle, qui aurait encore plus entravé ses mouvements. Mais Triton avait également commencé les travaux sur une version améliorée, sans tourelle cette fois-ci, et dotée d'un nouveau système de chenilles plus robuste. L'engin fut baptisé Little Willy, afin de se moquer du prince héritier Guillaume de Prusse, le fils du Kaiser Guillaume II, et fut testé avec beaucoup plus de succès. Les chenilles ne se brisaient plus sous le poids du char, et l'engin pouvait franchir les tranchées, aidé par 2 roues installées à l'arrière. Un autre prototype fut mis en chantier, doté d'une forme bien différente, et qui pourtant deviendra iconique. Ce véhicule reçut plusieurs surnoms, Big Willy, Mother, ou encore His Majesty's Landship Centipede, c'est-à-dire le HMS 1000 pattes. Les tests commencèrent en décembre 1915. Ce char n'avait pas de tourelle, l'armement fut donc installé sur les côtés. Les chenilles étaient fixées le long de l'engin qui du coup adoptait un profil rhomboédrique afin de mieux mordre le bord de la tranchée et faciliter le franchissement de celle-ci. Les 2 roues installées à l'arrière étaient conservées pour faciliter les manœuvres. L'équipage comportait 8 hommes, un chef de char, un pilote, 2 hommes chargés de débrayer afin de freiner les chenilles, puisqu'il n'y avait pas de boîte de vitesse sur ce modèle, et enfin 4 hommes affectés à l'armement. Ce dernier avait été l'objet de nombreux débats entre les membres du comité. Il devait être suffisamment petit pour tenir dans les sabords latéraux et disponible immédiatement, sans entraver l'effort de guerre britannique. Le choix se porta finalement sur le canon naval de 6 livres, c'est-à-dire de 57 mm, ainsi que 5 mitrailleuses Hotchkiss. Le blindage variait de 6 à 15 mm selon les endroits. Restait à nommer ce véhicule d'un nouveau genre. Le terme de landship, le vaisseau terrestre, pouvait donner des indications aux espions allemands. Or, il fallait absolument garder l'effet de surprise. Comme l'engin pouvait passer pour une citerne mobile, on adopta le nom de Water Carrier, transporteur d'eau, ce qui donne les initiales WC. Swinton obtint finalement un changement de désignation. Le mot tank, qui veut dire réservoir, fut alors adopté. C'est sous ce nom qu'il va rentrer dans l'histoire. Il restait à tester le tank et à convaincre l'état-major de son efficacité. Pour cela, un test grandeur nature est préparé dans le parc de Hatfield, qui appartenait à Lord Salisbury, qui permettait de tester l'engin de la manière la plus discrète possible. Lord Salisbury vit donc arriver une équipe de sapeurs qui s'employa à saccager minutieusement son terrain de golf, creusant des tranchées, dynamitant la pelouse pour créer des trous d'obus. Les sapeurs ont même créé un marécage en barrant un ruisseau. Plusieurs démonstrations ont lieu, notamment devant Churchill, bien sûr, mais aussi devant le secrétaire d'État à la guerre, Lord Kitchener, et même devant le roi George V le 8 février 1916. Le roi a été très impressionné devant les capacités de l'engin à écraser les barbelés et à franchir les tranchées. Lord Kitchener beaucoup moins. Il qualifia notamment le tank de joli jouet mécanique et ajouta que ces engins ne gagneront jamais la guerre, car ils seront immédiatement détruits par l'artillerie ennemie. De plus, il est effrayé par la quantité de matières premières nécessaires pour la fabrication des tanks. Un homme va néanmoins faire pencher la balance. C'est le général Douglas Haig qui commandait alors les forces britanniques présentes en France. Le 9 février, Haig écrivit au ministère de la guerre pour vanter les mérites du tank, ce qui poussa finalement Lord Kitchener à passer une commande pour 100 véhicules, puis 50 supplémentaires. Le tank a été baptisé le Mark I, c'est-à-dire le modèle 1. On sent qu'il y a eu un gros effort pour le choix du nom. Swinton proposait alors de diviser la commande entre 2 variantes. Le tank mâle devait détruire les lignes de mitrailleuses et les bunkers ennemis. Il reçut donc un armement assez lourd, avec 2 canons de 57 mm et 3 mitrailleuses Hotchkiss. Afin de le protéger contre l'infanterie adverse, il devait être accompagné de tanks femelles, armés eux de 5 mitrailleuses Vickers et Hotchkiss.
on produisit donc 75 tanks de chaque variante et les premiers modèles furent expédiés au camp d'Elveden, dans le Norfolk, pour l'entraînement des équipages. A noter que pour maintenir le secret, les chars ont reçu tous l'inscription « Avec soin pour Petrograd », écrite en russe, afin de faire croire à d'éventuels espions allemands qu'il s'agissait de citernes destinées à être envoyées en Russie. La première unité de tank de l'histoire est placée sous le commandement de Swinton et incorporée au Motor Machine Gun Service, qui rassemblait les véhicules armés de mitrailleuses au sein de l'armée britannique. Par la suite, l'unité devint le Heavy Branch Machine Gun Corps, puis enfin le Tank Corps en juillet 1917. Swinton recruta de nombreux mitrailleurs issus du Motor Machine Gun Service, puisque ces derniers étaient déjà parfaitement formés à l'emploi des armes équipant les tanks. Tous ces hommes étaient des volontaires, mais ignoraient les détails de cette nouvelle unité de combat. Les volontaires vont notamment effectuer une partie de leur entraînement à l'école d'artillerie navale de l'île de Whale, pour apprendre le maniement du canon de 57 mm dans des conditions de roulis. Après tout, les mouvements du tank étaient assez similaires à ceux d'un navire soumis aux vagues. Néanmoins, le plus gros de l'entraînement eut lieu à Elveden. L'endroit était assez isolé. Toutes les routes menant au camp ont été fermées, les troupes n'avaient pas le droit de sortir, et de la DCA protégeait le camp des avions trop curieux. Les sapeurs y créèrent une copie de la ligne de front, avec 2 réseaux de tranchées, des cratères d'obus, des réseaux de barbelés, bref tout ce qu'il fallait pour tester le tank dans des conditions réelles. L'entraînement était intensif. Le but était de former une unité d'élite, où chaque membre d'équipage devait être capable d'exercer différentes fonctions, afin de pouvoir remplacer un camarade mis hors de combat. Les hommes apprirent la mécanique, les différents types d'armes, comment manœuvrer les tanks, et reçurent également des instructions sur l'emploi des pigeons voyageurs. En effet, chaque tank devait embarquer 2 pigeons pour envoyer des messages vers l'arrière, vu que ces véhicules n'avaient pas de radio. Pour communiquer entre eux ou avec l'infanterie, les tankistes utilisaient également des drapeaux ou encore des signaux lumineux. L'entraînement permit de révéler plusieurs faiblesses. Outre l'absence totale de confort dans l'habitacle, que l'on évoquera plus en détail prochainement, les Mark I s'avéraient peu à l'aise sur un terrain difficile, et leur lenteur les rendait très vulnérables à l'artillerie. On parle en effet d'un engin qui, sur terrain difficile, avançait à la même vitesse qu'un homme au pas. De plus, la mécanique n'était pas très fiable et les pannes étaient assez nombreuses. Pour autant, le général Haig, qui avait toujours soutenu la construction des tanks, désirait les engager pour sa grande offensive qu'il préparait dans la Somme pour le mois de juillet de l'année 1916. Swinton mit en garde le commandement militaire sur les faiblesses des premiers modèles, tandis que le gouvernement français envoya le colonel Estienne à Londres pour tenter de convaincre leurs alliés d'attendre que les chars soient disponibles en plus grand nombre avant de les utiliser. Mais Haig refusa de revenir sur sa décision. Son offensive piétinait, les pertes étaient énormes, et il comptait sur les tanks pour percer le front allemand. Le 15 septembre 1916, les tanks vont être engagés à Flers-Courcelette, dans la Somme. Ils s'apprêtaient alors à rentrer dans l'histoire.